Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision dramaturgique. Je crois que Molière lui-même était quelqu'un, il a fini en marge. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Pourquoi la société se mord la queue? De voir le monde qui justement tourne ou ne tourne pas, ou tourne mal, à cause de ces conflits entre les gens. Donc, Julien, on va pas se mentir, vous êtes une tronche sous vos airs de joli brun ténébreux qui pourrait facilement séduire les demoiselles en quelques syllabes bien enroulées, se cache un cerveau qui tourne plus vite autour des problèmes de société que la Terre elle-même autour du Soleil. Ce genre de cerveau qui s'inflige quotidiennement des réflexions amenant à la folie, comprendre le monde, le croquer à la racine pour tenter de savoir pourquoi il s'évertue à donner des fleurs périssables, des fruits défendus et des mauvaises herbes. Entre nous, heureusement que vous écrivez, sinon votre entourage aurait certainement de la peine à vous supporter. Un trop-plein de lucidité qui vous pousse depuis votre adolescence à ligoter vos pensées avec des fils rouges poétiques. Un langage fractionné, saccadé, volontairement étouffé par le réel, comme autant de dialogues intérieurs mis en pièces avant qu'ils ne s'écrasent au sol. En pièces, au propre comme au figuré. Une vingtaine de textes pour le théâtre, pour lesquels vous soufflez un vent de morale subtile, exigeante et bougrement bien torchée, que vous vous attaquiez aux tueurs de masse ou aux tortueuses histoires familiales avec au bout de la plume cette pulsion indécrottable de réveiller nos consciences. Jusqu'à camper régulièrement votre propre narcisse pour pointer nos égos blessés, boursouflés, déformés, torturés et surtout de plus en plus envahissants. Vous qui supportez mal le nombrilisme de vos congénères, cette fois vous n'avez pas le choix puisque c'est de vous qu'on s'apprête à causer. Serrer les dents, ça ne dure que 26 petites minutes. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir. bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, un trop plein de lucidité. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, la lucidité, oui, c'est peut-être un peu l'arme de l'auteur. Enfin, je pense que c'est à la fois une fenêtre ouverte sur le monde, mais on est rarement la bonne personne pour juger de soi-même. Donc, c'est comme le talent ou d'autres choses, du même acabit. La lucidité, c'est les autres qui jugent de notre propre lucidité pour nous-mêmes. Alors, une lucidité, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on est obligé de voir, qu'on est obligé de ressentir. Des fois, oui. Ça peut être même assez fatigant. Ça devient vite insupportable, la lucidité, quelque part. Hein. On a vu avec les grands lucides des époques passées, je sais pas, à brûle-pourpoint, je dirais Socrate, même Molière avec son misanthrope. Je me suis amusé à refaire un misanthrope. Oui, tous les lucides ont été un peu bien ballottés dans la tempête de l'existence, c'est sûr. Hein. En même temps, on en a besoin. Oui. Après, la lucidité, c'est peut-être un peu comme la vérité. Elle est voilée par différentes illusions. Hein. Est-ce que les lucides sont vrais? Enfin, difficile à dire. Les lucides sont en tout cas aussi sur les réseaux sociaux. Vous l'êtes. Tout à fait. Je suis allé me Pourquoi promener pas. un petit peu sur vos traces virtuelles, D'accord. droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Julien Mage. Sur Facebook, vous avez 1322 amis. Quand on vous demande une photo de profil, vous la prenez vraiment de profil et vous trouvez ça plutôt rigolo. Vous aimez les théâtres, 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 les théâtres et le petit journal. Pour balayer les doutes, vous nous précisez que vous êtes un homme. Vous laissez volontiers les gens vous déposer des choses sur votre mur, mais jamais vous ne daignez aimer, commenter ou remercier. Quand d'autres citent Marine Le Pen ou Jean-Marc Morandini, vous citez Shakespeare, Balzac et Baudelaire et vous soutenez le trio Joubran. Alors les réseaux sociaux, vous les utilisez pas comme tout le monde en fait. C'est quand même très, très sérieux, très littéraire, c'est pas très moderne en fait. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour contrer un petit peu
ce que tout le monde fait aussi? Non, c'est ce que je suis. C'est vrai que je me suis amusé je me suis pas amusé, j'ai essayé de poster à l'époque des poèmes et je me suis aperçu que... Alors je sais même pas si les gens les lisent ou quoi que ce soit, mais en apprenant moi-même, en m'observant moi-même sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu qu'effectivement, les images, les extraits vidéo et les choses comme ça portent plus et de très courte durée. Donc c'est quelque chose d'éminemment contemporain, je dirais, plus que moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque de l'instantanéité, de l'image et le cerveau est en train de changer, qu'on est en train de changer avec les nouveaux outils technologiques qui nous traversent. Hein. Mais est-ce que ces outils, finalement, pour vous, c'est quelque chose d'utile ou pas à votre travail, à votre parcours, Est-ce que ça vous permet d'analyser, vous qui êtes dans l'analyse quelque part de notre société, est-ce que ça vous permet d'analyser? Je suis en train d'essayer d'analyser, mais c'est un peu tôt peut-être de comprendre ce qui nous arrive vraiment. En tout cas, pour une bonne série de scientifiques assez sérieux, la nouvelle technologie, Internet en tête, les nouvelles technologies Internet en tête sont une véritable révolution au même titre que l'imprimerie, l'invention de l'écriture, l'imprimerie qui a été une vraie révolution. Donc de toute façon, il faut faire quelque chose avec. Il n'y a jamais de bien et de pas bien, de bien ou de mal. C'est jamais ni bien ni mal. C'est simplement l'époque à laquelle on vit. Et voilà, moi au départ, je me suis inscrit sur Facebook avec mon nom. Ensuite, je me suis retiré de Facebook. Vous savez, je me suis pas retiré de Facebook, mais je me suis mis, j'ai mis l'abréviation compagnie avant mon nom, parce que maintenant ma compagnie porte mon nom. Avant, je travaillais avec un collectif et je me suis pour aperçu essayer de que, plus être personnel dessus. Voilà, pour essayer d'échapper à quelque chose qui est quand même assez addictif, qui est quelque chose qui nous ronge, qui prend énormément de Et temps. pourquoi, en fait, c'est addictif, à votre avis? C'est la curiosité un peu morbide, c'est la curiosité saine, malsaine? Qu'est-ce qui fait qu'on devient... Je pense que c'est essentiellement narcissique et tout ce qui est narcissique est addictif, c'est-à-dire on est addict de notre propre vie et on est addict de notre propre moi plutôt, de notre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est addict, c'est très con à dire, mais philosophiquement ça veut dire quelque chose. On est addict à soi-même. Autrement, on serait libéré. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Ou alors en fait, mort. c'est ça. Pardon ? Et pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, mais Je sais pas. En tout cas, il se trouve qu'il y a peut-être une confusion entre la pensée, soit ce qu'on est réellement, ce qu'on dégage. L'ami imaginaire, comme dirait Pascal, les amis qu'on s'invente. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de s'inventer un avatar électronique, c'est-à-dire qu'on est en train de dédoubler notre propre ego. Donc, c'est pas forcément très sain, quoi, j'ai envie de dire. C'est comme tout, il faut apprendre à maîtriser ça, je dirais même comme les bonnes choses bonne chair, le vin. Voilà, il faut apprendre à maîtriser ça. 10 minutes par jour de Facebook, Fred. Oui, Pas mais plus. ça, c'est aussi très compliqué quand c'est notre travail, qu'on en a besoin aussi, ou Oui, pour bien se sûr. vendre, ou pour exister à travers une pièce de théâtre, à travers une compagnie ou un métier. Il y a quelque nous chose de oblige en fait à y positif. être quelque part. Ah oui, non, mais comme on nous oblige à être dans un cercle social dans lequel on est quelque part esclave, comme diraient certains de jeunes qui partent en Syrie. Moi, j'ai lu dans un article un jeune djihadiste, vu que tout le monde en parle, c'est un peu l'actualité, dire... je lisais un article du 24 heures d'un djihadiste qui parlait qui parlait à quelqu'un de sa famille, évidemment sous couvert d'anonymat, disant oui, mais vous, occidentaux, quelqu'un qui s'était converti, était parti faire le djihad en Syrie, vous, occidentaux, êtes l'esclave des banques, vous réfléchissez plus, etc. Fondamentalement, c'est pas complètement faux non plus. Donc je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais on est devenu un peu l'esclave. On est devenu, non, même pas, on est devenu l'esclave d'un personnage virtuel qu'on s'est inventé. Et je pense que si de tout d'un coup, un jeune, mettons, d'entre 15 et 25 ans, on lui enlevait tous les réseaux sociaux, il serait dans un état De manque. De manque, un état de crise, un état de perte de lui-même, carrément. Donc, Rapidement, c'est quoi un des avantages, à votre avis, des réseaux sociaux? Des vrais avantages pour la société,
qu'est-ce qui a... Parce qu'on dit toujours le mal que ça peut faire ou que ça peut occasionner. Qu'est-ce qui, à votre avis, rend les réseaux sociaux utiles? Politiquement, déjà, on voit mais dans un bien, il y a toujours un mal, hein, il y a toujours le revers de la médaille. Mais politiquement, je pense que c'est quelque chose qui peut faciliter la communication, qui se libère de la surveillance, par exemple. On a vu, par exemple, que certains pays arabes ont commencé, hein, c'est les balbutiements, à se libérer de jougs dictatoriaux par l'entremise des réseaux sociaux, etc. Je pense que des groupes politiques, bien ou mauvais, parce qu'on voit que l'État islamique, les Daesh et autres aussi, utilisent aussi ça. Donc on a toujours, pour l'instant c'est très manichéen, on a vraiment le bien et le mal, mais je pense que ça peut aussi créer des choses assez phénoménales dans une espèce d'économie parallèle de la communication entre les jeunes, etc. Créer des groupes et tout, on en est qu'au début, mais je pense que ça va continuer. L'expression de la voix citoyenne, dans le fond. Oui, quelque part, et on peut libérer des choses par ce biais, communiquer. On l'a vu, je crois, le meilleur exemple, c'était le printemps arabe, quoi. Les gens ont beaucoup témoigné grâce à ça. On peut témoigner des exactions, on peut, voilà. Et après, il faut faire attention, peut-être humainement, avec soi, de ne pas devenir la victime de ce petit avatar de l'ego qu'on s'invente avec ses amis imaginaires, etc. Enfin, tout ça est avec très... les likes, les partages. Oui, ça est très... Mais vous êtes très réel. D'ailleurs, votre travail se retrouve sur scène. C'est là qu'il vit aussi. On va en causer un tout petit peu. C'est le cœur de notre blabla. Salut! Alors j'aurais juste voulu savoir, quelle est la pièce de théâtre qui t'a le plus touché? Est-ce qu'on peut en trouver une seule là? Non, mais je vais prendre dans le temps la dernière ça tombe bien, qui revient à la Comédie de Genève en ce moment, qui est une pièce d'un Flamand qui a recueilli des témoignages sur un missionnaire congolais, un missionnaire belge qui était missionnaire donc chrétien au Congo et qui parle, c'est fait comme une espèce de conférence et il parle de ses missions au Congo et du coup de tout ce qu'il a vécu là-bas avec les enfants, avec la population, etc. Et c'est vraiment une pièce extraordinairement touchante qui nous ramène à quelque chose de beaucoup plus vrai que cette espèce de mode de l'humanitaire, etc. dans lequel on est vraiment... pour lequel la Suisse est un peu, on est très humanitaire. Et cet homme, dans cette conférence, parle de ce qui lui est arrivé au Congo, des déportations, des enfants avec qui il jouait au football, de sa famille, quelque part, par le dictateur congolais de l'époque, je ne me souviens plus de son nom. Et c'est une pièce très drôle, extraordinairement touchante, et oui, qui a un bel exemple. On arrive à apporter une dimension divertissante à des problématiques aussi complexes, aussi lourdes. Est-ce qu'on arrive à faire rire de ces problèmes-là? Ouais, c'est extrêmement drôle cette pièce-là. C'est fait comme une conférence, c'est touchant. Il nous fait écouter un petit dictaphone sur lequel il a enregistré le fleuve Congo. Il est très drôle avec cet humour belge. Et à la fois, oui, je crois que de toute façon, tout peut être pris comme du divertissement. Je me souviens d'une amie littéraire qui disait ah mais moi quand je suis fatigué, etc., je lis Sartre pour me détendre. Donc ça dépend un peu des nourritures de chacun, mais je pense que tout peut être divertissant et la vie est un long divertissement à la fois sérieux et pas sérieux, un théâtre, comme dirait Shakespeare. Ce que vous arrivez à faire aussi, mais on dit aussi que vous êtes un moraliste. Et on se demandait avant l'émission, en fait, est-ce que votre travail, très intellectualisé aussi, est-ce qu'il touche absolument tout le monde? Est-ce que le but aussi, c'est de toucher ceux qui n'ont peut-être pas le bagage littéraire que vous avez, le bagage culturel? Est-ce que quand on fait du théâtre, comme ça quand même exigeant, est-ce qu'on rêve quand même de toucher les gens de tous bords? Ou est-ce que ça adresse une élite, comme disais-toi? Oui, c'est la question qu'on se posait. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir l'esprit bien fait pour vous comprendre ou est-ce que tout le monde Je vais prendre deux exemples. Non, une citation qui est la citation d'un grand homme de théâtre. Maintenant, je ne sais plus sûr, mais bon, il y avait des grands hommes de théâtre français, Copeau, Villard, etc., qui disaient le théâtre élitaire pour tous. Donc, moi, je pense que le théâtre peut être à la fois pointu, exigeant et
convenir à tout le monde. J'ai vu avec notre dernière création que des jeunes, ils trouvaient leur compte, que des amis que j'avais de longue date, enfance, qui n'avaient pas forcément le même parcours que moi, fait des études ou autres, y avaient trouvé leur compte. Moi, je pense qu'il faut essayer d'être pour tout le monde, et c'est peut-être là où... Mais est-ce que ça se travaille avant, ça? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Bien sûr. Qu'on est en train d'écrire? Oui, bien sûr. Je prends aussi l'exemple de Shakespeare, qui lui écrivait à la fois pour ses collègues poètes, qui avaient la science, le savoir, etc., et pour le peuple qui était au centre du puits à coque, et qui buvait de la bière, qui mangeait, etc. C'était les longues soirées de théâtre avec 5 actes, et c'était vraiment pour tout le monde. Donc il y a l'intrigue avec les amoureux, avec les chefs, avec les rois, avec voilà, les méchants, les gentils, etc. Et à l'intérieur de ça, la philosophie de Shakespeare qui peut aller assez loin, qui est débattue, qui est un philosophe que prennent en exemple beaucoup de personnalités. Donc je pense qu'on peut être à la fois divertissant, à la fois très populaire et exigeant. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème du théâtre actuel, de souvent se démarquer dans quelque chose de très fermé, conceptuel, etc., qui correspond à une élite. Et moi, notamment dans le langage ou dans le choix des mots. Voilà, et moi j'aime pas me dire que mon théâtre est uniquement dévolu à une élite. J'aime bien. Quel est le but dans le fond que vous recherchez avec l'expression théâtrale, vous? Au début, quand on est jeune, on a tous les buts, sauver le monde, être beau, avoir un message, etc. Et au final, les filles aussi, vous savez, bien sûr, ouais. Non, les filles, les garçons, tout le monde, le pouvoir de séduction, Donc on en revient à Narcisse. Tout à fait, devenir célèbre, ça correspond peut-être à des manques. Puis après, si on poursuit l'aventure, en tout cas dans le théâtre, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose. Je veux dire, les stars du théâtre actuel, qui sont des gens comme Castellucci, des acteurs comme Jean-Quentin Châtelain, des gens de théâtre. Je sais pas, moi si je vous dis un nom, par exemple, comme un nom de comédienne très connue, Valérie Dréville, ce ne sont pas des gens comme Gérard Depardieu, on connaît forcément. Rihanna, du grand public, qui sont connus du grand public. Donc c'est pas un endroit effectivement où, et comme disait Chéreau déjà dans les années 80 avec la télévision, etc., c'est devenu complètement absurde de faire du théâtre aujourd'hui. Donc c'est quand même un acte de résistance. Oui, du stand-up. Je ne peux pas appeler ça du théâtre. Non, ça marche bien, c'est vrai. Mais autrement, le théâtre est devenu quelque chose d'un peu absurde, vieillissant. Bon, on est un peu des résistants, on essaie de trouver un peu comment moderniser ça, mais je pense qu'on devrait continuer ce que les 68 arts ont essayé, c'est-à-dire de rentrer dans la cité, de rentrer, mais à notre façon. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de sortir un peu des théâtres, d'aller voir les gens, d'aller en reconnaissance comme ça de cette modernité. Voilà. C'est compliqué, quoi. C'est vrai que mais ça marche parce que vous êtes connu en Suisse romande, mais visiblement aussi dans une autre galaxie très très lointaine. On regarde. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation On vit d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Julien Mage, un être humain qui tient sur la Terre le rôle d'auteur de théâtre, metteur en scène et comédien. Ce qui, dans un pays comme la Suisse où les talents ne sont pas légion, peut donner des crédits artistiques un peu redondants, comme une pièce de Julien Mage, écrite par Julien Mage, avec Julien Mage, mise en scène par Julien Mage. Il a été formé à la Manufacture, une école de théâtre qui, par son nom, veut donner une légitimité aux métiers liés à la scène en émettant l'idée qu'ils sont faits main et que, du coup, ce sont des vrais artisans et pas juste des gens qui s'amusent à se déguiser au lieu d'apprendre un vrai métier. Il a écrit Janine Rhapsody, une version détournée et moderne du Misanthrope de Molière. Alors que, maintenant, il n'y a plus besoin de lire des pièces pour devenir misanthrope, mais il suffit de regarder les gens qui font du télémarketing, les contractuels, les journalistes qui font du sensationnalisme, les politiciens qui font du sensationnalisme, les policiers qui abusent de leur pouvoir, Cyril Hanouna, les chefs d'entreprise qui pensent être les locomotives de la société, les glandeurs qui croient qu'ils ont davantage de légitimité à ne rien faire que les autres, les alcooliques qui pensent que l'alcool c'est avant tout social, les milliardaires qui n'admettent pas leurs privilèges, les terroristes, les gens qui sont contents de pouvoir assumer leur racisme grâce aux terroristes,
les gens qui sont contents de pouvoir relayer des théories du complot basées sur des faits subjectifs pour se sentir moins moutons que les autres, les gens sur Facebook, les gens sur Twitter, les gens sur Instagram, les gens qui se masturbent sur chatroulette, les profs qui se plaignent que leur vie est plus difficile que les autres, les gens qui critiquent les profs qui se plaignent parce que c'est eux dont la vie est plus difficile que les autres, les bobos bien pensants, les hommes d'église mal pensants, les artistes ratés qui se croient incompris, les caissières aigries, les violeurs, les misogynes qui se croient virils, les féministes qui détestent les hommes, les gens qui ne veulent pas parler aux handicapés, les militaires qui attendent impatiemment la guerre, les mendiants qui vous disent qu'ils veulent 2 francs pour acheter un yogourt au lieu de vous dire directement qu'ils veulent juste 2 francs, les gens qui veulent aller à Koh Lanta pour vivre une aventure alors qu'ils n'ont qu'à partir d'eux-mêmes pour vivre une aventure, les vieux qui ne veulent pas vieillir mais qui détestent les jeunes, les traders qui n'en ont rien à foutre si leur deal peut nuire à l'économie de tout un pays, les chanteurs qui font partie des enfoirés ou les gens qui lisent Wikipédia pour paraître cultivés en société. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Julien Mage dans différents environnements. Emmenons-le sur notre planète. Il pourra nous expliquer comment il voit l'avenir du théâtre intello dans un pays où ce qui marche le mieux, c'est la revue de Mézières ou les comédies musicales avec des chansons au synthé. Merci à tous. Bientôt la Terre sera à nous. Écrire pour la télévision? Non. Ça vous intéresse pas? Oui, cinéma, télévision, bien sûr, ça m'intéresse, ouais. Moi, déjà, on va parler de narcissisme. Oui, écrire pour la télévision, cinéma m'intéresse beaucoup. C'est très, très voisin de l'écriture du théâtre, bien sûr, ouais. Ça, c'est pas encore fait pour la télévision. Pour le cinéma, j'ai un peu des contacts avec des amis cinéastes, donc je devrais peut-être commencer, balbutier aux 2 scénarios. J'ai un projet assez excitant avec une amie, mais c'est un projet qui n'est pas vraiment dans les officiels encore, qui m'a dit « Ah tiens, tu devrais faire un truc sans parole ». Donc j'écrirai que des didascalies. Didascalies, c'est les descriptions de ce que font les personnages dans une pièce ou dans un scénario. Voilà, des projets comme ça. J'ai travaillé avec un cinéaste, Alexandre Calamel, pour qui j'ai fait un film comme acteur. Avec lui, je voulais faire aussi un plan séquence sur un... Des choses qui seront très facilement subventionnables. Ouais. D'habitude. Bon. non, mais je voyais dans votre petit sujet, t'aurais mieux fait de monter à Paris, faire du théâtre dans un endroit où c'est la revue de Mézières, etc. Quand on est artiste au Suisse romand, on essaye de changer ça en tant qu'artiste suisse romand. Il y a les moyens, parce qu'il y a beaucoup de moyens, d'argent. Mais c'est vrai qu'il y a une politique qui est dure, une politique culturelle qui est dure à bouger. Déjà, il n'y a presque pas de politique culturelle. Il y a une absence de politique culturelle. Il y a... c'est vrai, les artistes, quand ils commencent à devenir connus, célèbres, etc., veulent soit monter à Paris dans un deuxième temps ou faire des choses... Ça change aussi de manière d'écrire, de manière de voir les oui, il y a cette espèce d'appel de la grande capitale française. Je ne cache pas que c'est un passage quasi obligé, si on veut un peu... Voilà, c'est bon, se faire éditer par une maison d'édition intéressante quand on est auteur, mais pour différentes raisons, je suis resté en Suisse, l'amour, j'étais un tout petit peu trop vieux quand j'ai repris le théâtre professionnellement. C'est toujours l'amour qui coupe n'importe quel projet professionnel. Oui, mais je me disais, je pensais aujourd'hui à l'aventure, par exemple. L'aventure qui nous manque. Aujourd'hui, c'est vrai que tout est très, très protocolaire. On doit faire des études. On est vraiment fiché, enregistré dans des cases, etc. Il n'y a plus beaucoup d'aventure aujourd'hui. Et c'est peut-être un peu l'appel du djihad. Il y a une espèce de... Alors, j'emploie ce terme avec des pincettes, mais de romantisme comme ça, comme les anciens chevaliers qui partaient à l'aventure sur les routes, etc. Et je pense qu'une partie de la population exclue, sans aucun avenir, ostracisée, étrangère, qui subissent le racisme, etc., partent à l'aventure dans quelque chose où je disais, oui, d'accord, il n'y a rien, mais au moins là-bas, dans nos sociétés, on pourrait en conclure qu'il n'y a plus grand-chose. Mais maintenant qu'on sait ce qu'il y a, on n'a plus d'excuses de partir.
Aujourd'hui, quand on voit les conséquences, on peut plus dire on part à l'aventure puis on va aller décapiter des gens. C'est pas possible. Ouais, mais la vérité, c'est que je regardais un peu des infos là-dessus. La vérité, c'est que on tue autant, si ce n'est plus, de gens par nos bombardements officiels, de civils, de dommages collatéraux que eux font de mort ici. Alors c'est vrai que c'est leur langage, c'est un langage qui est odieux, mais en enlevant justement vous parlez de morale, en enlevant justement la morale du bien et du mal, c'est leur manière de se battre. Si c'était un vrai État, ils se battraient comme nous, ce serait déjà la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est un État. Ils ont une structure, du pétrole. Oui. Enfin, on va dévier, il y a Fred qui regarde un regard. C'est difficile alors en parler. Tais-toi. Alors au cinéma ou ailleurs, il y a des cases bien précises. À la télévision aussi, on a le duplex. Si vous le voulez bien, on prend rendez-vous avec Le Matin, dans la rédaction du Matin, avec Thierry Brand, juste après le duplex, juste après le jingle, pardon. Bonsoir Thierry Brand, dites-nous sur quoi vous travaillez ce soir. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je vous propose de lire demain dans Le Matin une histoire qui pourrait faire l'objet d'un scénario de film ou d'une pièce de théâtre. C'est une enquête qui concerne la disparition d'une retraitée genevoise qui a disparu depuis 9 mois et dont on n'a pas la moindre trace. Alors évidemment, il y a tous les protagonistes de cette affaire qui s'expriment, mais surtout la famille de cette dame qui se demande pourquoi l'enquête avance aussi lentement. Combien de temps on a mis à découvrir qu'elle avait disparu ? Elle a disparu au mois de mars, le 15 mars je crois, et puis l'enquête a démarré à ce moment-là, mais depuis pas la moindre trace de cette dame. Alors il y a un protagoniste qui est mis en cause, mais ce personnage nie toute implication dans l'affaire. Julien, ça vous inspirait un scénario d'une pièce de théâtre ? Ah oui, bien sûr, c'est très intriguant. C'est quelque chose éminemment dramatique, la disparition d'une personne. Hein. C'est même un classique dans une histoire. Hein. Ce serait plutôt de l'ordre du roman policier ou et malheureusement, là, c'est la réalité. Et j'ai écrit d'ailleurs une pièce sur les personnes âgées. Et je crois que les personnes âgées, c'est... Je trouve que, j'aime pas du tout ce geste, je le fais, mais je trouve que c'est dommage, mais on oublie les personnes âgées. Et je trouve que ce fait d'actualité, ce fait divers, on est un peu l'exemple. On les oublie et ils disparaissent dans la nature. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que c'est après 9 mois qu'on avait découvert qu'elle a disparu ? Ça arrive, il y a des gens qui meurent et après X semaines, on découvre qu'ils sont dans leur... Mais j'avais vu dans le journal aussi un retraité qui était parti pour un match de football, et, je crois en Italie, et qui est resté enItalie comme ça, dans la rue, en fait, à Milan, voilà, qui est resté dans la rue, et il est revenu un jour parce qu'il a été arrêté ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, moi oui, le troisième âge, je trouve que les sociétés qui vont vite, etc., il y a un vrai problème. On ne s'occupe plus de nos vieux, on ne les prend plus en compte, comme si on les laissait dépérir une fois qu'ils ne sont plus utiles à cette société du progrès, du profit et de la méritocratie. Bon, Thierry, vous voyez que votre nouvelle touche déjà ici, sur le plateau ? Oui, alors justement, puis alors, je précise une dernière fois que la disparition n'a pas été constatée maintenant, elle a été constatée dès le départ, donc ça fait vraiment 9 mois que l'enquête dure et qu'il n'y a rien du tout. Tout à fait, Thierry. Eh ben, Thierry, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et on arrive au terme de cette émission. Je vous propose, vous avez la caméra qui est là-bas, vous avez 30 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire. Et vous n'êtes pas censuré. Vous allez peut-être faire l'année prochaine. Vous n'êtes même pas censuré si vous faites un appel. Et on vous laisse terminer l'émission. Merci en tout cas de Merci Julien. nous avoir Ça fait un plaisir. rejoints. Merci. Que dire si ce n'est que peut-être la mini-aventure que vous pourriez avoir, ce serait de rejoindre les salles obscures que sont les théâtres, avec l'avantage au théâtre d'avoir une réelle personne qui vous dit des choses vraies, intrigantes, avec des émotions, etc. Et c'est peut-être beaucoup plus fascinant que ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, pour les jeunes, le théâtre.